Donc Alors, bonjour, vas-y. bonjour à vous tous. On est vraiment ravis de vous retrouver avant ces congés d'été. Donc c'était osé de faire un webinaire le 20 juillet. On a tenté ça pour se prendre un moment de respiration après l'année et demie quasiment qu'on vient de vivre de façon si particulière. Donc, septembre 2021, dessine-moi une rentrée, c'est le titre du webinaire que nous allons animer Eric et moi, donc pour le compte du groupe Oasis et en particulier de la marque Oasis Mobilisation, donc spécialisée dans le conseil en management, en ressources humaines et en conduite du changement. Peut-être deux mots pour nous présenter. Donc moi je m'appelle Lise Talbot, je fais du conseil en management depuis une vingtaine d'années et j'interviens en apportant une expertise en organisation, en management, en ressources humaines, avec une forte approche mobilisation, avec l'idée de co-construire avec les acteurs les solutions qui leur sont adaptées. Moi, je suis donc Eric. Eric Lhomme, donc je fais également du conseil depuis un peu plus d'années que Lise, une trentaine. J'accompagne donc sur les aspects RH tous les projets de développement des entreprises publiques ou privées. Et j'ai un focus plus particulier sur l'organisation du travail, qui est un de mes sujets de prédilection. Donc, c'est en cela que cette évolution que l'on vit en ce moment m'intéresse beaucoup et qui nous a amené, Lise et moi, à réfléchir sur notre rentrée au regard des observations que nous pouvions faire. Lise? Alors, on a pas mal cheminé dans la préparation de ce webinaire, avec l'idée au départ que il y avait quelque chose de particulier à cette rentrée de septembre, que ça allait être compliqué après ce qu'on a vécu de mobiliser les gens dans un monde voilà, différent, que ça allait même peut-être parfois dans certaines organisations être difficile de faire rentrer les gens au travail, le comble. Et puis finalement, et vous allez voir, on va le partager avec nos retours d'expérience, mais aussi avec trois grands témoins qui ont eu la gentillesse de nous accompagner dans cet exercice. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses qui étaient déjà en place et l'idée, ça allait être plutôt de les pérenniser avec un certain nombre de questions qui se posent pour le plus moyen terme et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc l'idée, c'est ce moment de partage de que font les entreprises dans des situations, vous allez voir, variées pour préparer la rentrée et esquisser les pistes du travail à moyen terme. Et donc, pour ce faire, on va s'appuyer, comme le disait Lise, sur ce qu'on vit avec nos clients, mais également avec le témoignage de trois entreprises très, très distinctes dans leur dynamique et leur origine. Hein, des entreprises du monde de la tech, hein, pour deux d'entre elles, et une entreprise plus classique, on va dire, du monde de l'assurance. Donc, ces entreprises, c'est Doctolib, hein, donc, que l'on connaît bien aujourd'hui à cause de la situation sanitaire que l'on vit, donc qui est un service d'e-santé, qui est une entreprise qui est en croissance exponentielle, on va dire, depuis sa fondation en 2013, qui se positionne donc comme un leader européen, qui est sur plusieurs pays, qui a 1800 personnes à ce jour, avec des gens du moyen jeunes, 28 ans, et qui se déploie sur trois pays d'Europe, donc Aesio, qui fait partie du groupe AMA, qui est une complémentaire santé et de prévoyance, qui est la deuxième mutuelle de France, donc là qui est beaucoup plus importante en taille, 3500 salariés, une moyenne d'âge bien sûr plus élevée, 45 ans, et une répartition territoriale plutôt française, mais sur l'ensemble de notre territoire métropolitain. Et puis Payfit, qui est une structure plus petite, 600 personnes, qui, elle, cherche à proposer des solutions RH ou de paye pour les PME et les TPE, qui est aussi une création assez récente, qui a une croissance assez forte, qui a aussi des moyennes d'âge jeunes et qui a une logique d'internationalisation. On verra, ce qui est intéressant, c'est que les trois sont d'abord une façon d'aborder cette rentrée assez marquée et assez différenciée. Et ça nous donnera, je pense, des idées sur les scénarios possibles, entre guillemets, de ce qui est en train de se passer. Donc, nous allons Trois explorer cela. situations différentes qui vont être rendues visibles avec nos témoins, donc des clients que nous connaissons bien, Doctolib Marie Chabal, Aesio Mutuel du groupe AMA Eric Gex-Collet et Payfit Maud Roger. Voilà, nous avons une petite pensée pour eux. Nous avons eu plaisir à travailler avec eux et merci beaucoup pour le temps et l'énergie investie dans cette préparation de webinaire. Alors, au menu du jour,
Un premier point, et après la crise, les scénarios possibles. On va partager là les différents scénarios catastrophes, peut-être, point d'interrogation possible. Puis, point 2, la rentrée de septembre, une nouvelle donne s'installe. Donc, le sentiment que on a partagé avec nos clients qu'en fait, plein de choses sont en train de se pérenniser, mais c'est pas le grand soir en septembre. Et puis, le point 3, et à moyen terme, donc, qu'est-ce qu'on peut esquisser comme perspective pour demain? Alors, premier point, et après la crise, 3 scénarios possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a lu pendant cette année et demie au travers des articles de presse? Trois options, pas forcément très engageantes, hein, ni les unes ni les autres, qu'on a voulu synthétiser ici. Première option, un retour as usual. Donc, confère ce qui s'est passé lors des crises de 2001 et de 2008. Le monde d'après, finalement, serait le monde d'avant. Donc, on a beaucoup cru en 2001, en 2008 que ça allait faire évoluer les choses de façon drastique. On a bien vu que ça n'était pas le cas. Et on pourrait imaginer que cette crise, finalement, modifie à la marge nos routines de travail, mais assez peu, hormis le sujet du télétravail. Et donc, on serait toujours sur nos rails par rapport au passé. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, ce serait la double recherche de qualité et de protection. C'est-à-dire l'idée qu'on a pu lire aussi, c'est l'idée que le choc qu'on a traversé, finalement, il nous a permis de nous approprier notre vulnérabilité, le sens du collectif, et que ça engendrerait des transformations chez nous, à l'intérieur de nous, dans nos usages, dans nos motivations, et on serait en recherche plus forte de sens et puis de qualité du travail et de qualité de vie de façon globale. On serait peut-être aussi, on aurait peut-être envie aussi de davantage de protection. Donc, on aurait envie d'être assisté par l'entreprise, par les pouvoirs publics, et ils nous ont beaucoup assisté. Donc, on pourrait imaginer un scénario comme ça, un peu jusqu'au boutiste, où on aurait besoin que l'entreprise joue un rôle de care hyper important. Donc ça, c'est une autre option possible. La troisième, donc qui prend le contre-pied, ce serait l'idée que le rapport au travail, finalement, on assisterait à une forme d'ubérisation en miroir de la digitalisation des activités, c'est-à-dire qu'on serait tous petit à petit et de plus en plus des fournisseurs d'activités ou de compétences. Donc, on apporterait une prestation et on consommerait l'entreprise et ses espaces en fonction de notre bon vouloir, notre employabilité. Voilà, ce monde nouveau serait un monde ubérisé. Donc, 3 options très très extrêmes. Hein. Vous vous souvenez, au premier confinement, c'est un peu ce qu'on lisait dans les journaux. Alors, est-ce que ces 3 scénarios sont advenus, ou est-ce qu'il y a un autre ou un quatrième scénario qui serait apparu? Bien sûr, comme toujours, c'est un quatrième scénario qui est apparu, qui emprunte peut-être des 3 qu'on a vus, mais qui se caractérise principalement, hein, si on regarde les discussions qu'on peut avoir avec nos clients ou ce que vous faites vous-même dans vos entreprises, par la mise en place d'une organisation plus hybride, hein, où on va avoir des choses qui ont été installées pendant la pandémie, notamment un travail distancié avec des moyens digitaux, et puis un travail plus classique, présentiel, qui s'organise. Alors on voit que ce nouveau modèle, entre guillemets, qui s'installe, il y a des mots qui sont autour de lui, et il y a bien sûr, on le disait à l'instant, le télétravail, mais il y a aussi des logiques d'animation à distance qui sont en train de se développer. Il y a une asynchronisation entre le présentiel, le distanciel, des nouveaux outils de communication pour entrer en relation individuelle ou collective, plus de bilatéral avec son N ou son N-1 pour garder des liens, quand l'on soit d'ailleurs dans la phase présentielle ou dans la phase distancielle, et puis même pour les collaborateurs, des changements, c'est-à-dire une logique d'arbitrage du temps. Alors, et puis les espaces de travail qui se modifient, ce télétravail qui nous emmène le travail à la maison, on va dire, mais quand on est sur le bureau n'est plus le même non plus. On parle beaucoup plus de flex office aujourd'hui, ou même de tiers-lieux qui, étaient un petit peu fermés pendant la pandémie, mais reviennent. Donc on a vraiment une évolution assez marquée.
on n'est pas dans on n'est plus dans le monde d'avant, on n'est pas non plus dans un monde d'après totalement inconnu. On est dans quelque chose qui va s'hybrider, hein, où on aura l'organisation d'avant et d'aujourd'hui, on va dire, qui se mélangent. Et alors, on pourrait se dire, mais ça, c'est vrai pour les activités uniquement tertiaires, et donc pour une fraction de la population, on va dire, au travail, puisque le tertiaire dans l'ensemble de la population active n'est pas, enfin, est important, mais n'est pas totalement dominant. Alors, bien sûr, c'est vrai, mais c'est aussi vrai pour toutes les activités tertiaires des entreprises industrielles, par exemple. Donc, qui vont aussi, elles, faire cohabiter à la fois des gens dans ces nouvelles façons de travailler, mais également des gens qui travailleront peut-être à distance et en présentiel de temps en temps, et puis des gens qui vont être en fixe toute l'année. Donc, il y a aussi des problématiques, là, on voit bien, qu'on ne voyait plus apparaître, mais de différenciation col blanc, col bleu à l'intérieur d'une même organisation. Donc on est vraiment sur quelque chose de transformant, hein, qui est en train de se mettre en place et qui est le démarrage de quelque chose dont on ne connaît pas encore forcément toutes les conséquences. Lise ? Alors effectivement, hein, ce qui est frappant, c'est que tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais ce qui est déterminant dans l'évolution des collaborateurs et des managers, des décideurs, hein, qu'on accompagne au travers de cette crise, sur des sujets ou liés à la crise ou connexes à la crise, c'est qu'on est tous pris, et les systèmes sociaux, les acteurs dans les entreprises le sont, hein, par cette double aspiration entre un besoin d'intégration, donc intégration dans un collectif, dans un espace qui est vivant, qui donne de l'énergie, où il y a de l'effervescence. On recherche aussi de la protection. On a ce besoin-là et la crise a développé ce besoin-là, et on a tous, enfin pour la plupart, hein, pas vraiment les ours, mais on a tous été, on a ressenti ce manque et ce besoin d'intégration dans l'entreprise et dans un collectif de personnes. Et puis on est aussi, ça coexiste, dans une recherche d'individualisme coopératif. Alors ça, c'est la formule, hein, labellisée Oasis Mobilisation, pour dire oui, mais on a quand même petit à petit développé une logique de prestation de service quand même vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis de son équipe, et on est les deux à la fois. On a besoin de sécurité et on a besoin de un petit peu d'intégration et de désintégration. Donc ça, c'est extrêmement marquant. Évidemment, ça existait avant la crise sanitaire, hein, c'est pas nouveau, c'était en nous déjà, mais ça s'est accentué, et en fait, ça s'est accentué des deux côtés, c'est-à-dire le besoin d'intégration et le besoin d'individualisme coopératif se sont accentués en parallèle. Alors, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est tout particulièrement vrai pour certains types de populations, de collaborateurs, de managers. Toutes les entreprises ne se ressemblent pas, et vous le verrez tout à l'heure. Les gens qui ont télétravaillé à plus de 80% de leur temps, ou les gens qui ont été beaucoup aidés, hein, par les pouvoirs publics, ont particulièrement vécu ces éléments-là, parce que leur mode de travail ou a complètement changé, ou ils ont plus ou peu travaillé. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Là aussi, ce qui nous paraît marquant, hein, dans les illustrations d'entreprises que l'on connaît bien, c'est qu'il y a deux enjeux forts. Il y a l'accompagnement et le soutien. Ça vous étonnera pas, et à deux niveaux, à la fois au niveau de l'équipe, hein, donc vraiment dans la proximité de la petite équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, et au niveau de l'entreprise, donc de façon plus globale. Et puis un deuxième enjeu autour de limiter les risques d'isolement et de repli sur soi, parce qu'il y a des situations, voilà, tout le monde n'a pas traversé cette épreuve, cette crise de la même façon, et c'est important aussi d'éviter l'isolement et les impacts que ça peut avoir. Alors ça, on reviendra dessus, hein, tout à l'heure, en synthèse des témoignages. Vous vous doutez que pour accompagner
et soutenir l'intégration, il faut du sens, encore plus de sens pour permettre au collectif de savoir derrière quoi il court, hein, pour le souder, à la fois au niveau de l'équipe et de l'entreprise. Il y a la réponse managériale, ça ne vous étonnera pas, et cette réponse managériale, elle a changé, elle devra continuer à changer. Et puis un nouveau sujet, alors là pour le coup qui est plus neuf, c'est la réponse immobilière. Donc les espaces, les mètres carrés, la façon dont ils sont disposés, dont ils permettent de réenchanter le site et pas juste d'en faire un parking à collaborateurs. Ça, c'est un sujet qui émerge de façon très forte et dont on parlera tout à l'heure. Alors, tout ça, c'est pour quand? Alors, comme toujours, l'histoire est en marche, donc c'est déjà maintenant, hein, puisqu'on s'appuie sur des observations que nous avons pu faire au travers des échanges avec nos clients, et puis vous le verrez au travers des 3 expériences que les témoins nous relateront. Donc oui, l'histoire est en marche. Mais si on se dit et qu'on regarde un peu la tendance globale, aujourd'hui, on a 2 horizons de temps différents. On a effectivement un temps court terme, hein. Quand on a commencé à préparer ce webinaire avec Lise, on était juste à la fin de notre période notre 3e ou 4e période de confinement, je ne sais plus aujourd'hui. Et donc, la question souvent qui se posait pour les clients que nous rencontrions, c'était comment on fait revenir les gens au travail et comment on esquisse déjà ce qu'on vient un petit peu de vous brosser comme portrait du monde du futur, entre guillemets. Donc, il y a une problématique court terme de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et c'est pour ça qu'on a intitulé ce webinaire et la rentrée de septembre, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était bien sûr à la rentrée des enfants, mais on voit bien que là, en plus avec le variant qui revient, on est encore dans une période d'incertitude, mais il y a des choses à installer parce que avec la vaccination, on ne sera peut-être plus quand même dans un confinement absolu, donc on est déjà dans quelque chose qui s'installe avec des présentiels plus forts et du distanciel qui s'articule. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire à court terme? Et puis, on le voit bien, tout ce qu'on évoque là, il y a une dimension particulière, très, on va dire, Startup Nation, c'est-à-dire très ou tech, c'est-à-dire on est vraiment dans de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on découvre un petit peu en marchant des façons de fonctionner nouvelles, on découvre des problématiques. Par exemple, on discutait avec un DRH l'autre fois qui nous disait il faut quand même que je sache où sont les gens, parce que d'un point de vue de la responsabilité, il faut quand même que je sois couvert. Donc, quelles règles je mets? Est-ce que je décide de négocier un accord de télétravail, par exemple, uniquement avec les gens qui seraient à distance, mais dans leur résidence principale pour éviter qu'ils partent n'importe où? Enfin, voilà. On est vraiment sur des choses qu'on expérimente, donc on va avoir forcément une réflexion moyen terme qui devra être approfondie pour traiter tous les petits problèmes, entre guillemets, ou toutes les questions qui apparaîtront au-delà. Alors, ça va être vrai sur les fonctionnements, court terme, moyen terme, mais on y reviendra, même si ce n'est pas le cœur de notre sujet, mais également sur les problématiques de stratégie générale de l'entreprise, puisque à court terme, c'est la relance, à moyen terme, c'est bien sûr l'ancrage dans une nouvelle stratégie de développement. Donc, c'est ces 2 temps-là qu'on a essayé avec Lise de caractériser au travers des témoignages et de nos remarques. Je vois qu'il y a moins de questions sur le chat qu'il y en a eu tout à l'heure, à part Emma Stress qui nous a donné quelques questions très précises. N'hésitez pas, si vous avez sur cette première partie déjà quelques remarques ou quelques questionnements complémentaires, à nous en faire part par le chat, qu'on puisse, au fil de l'eau, vous apporter des réponses. Lise, je te laisse présenter la partie rentrée. Alors, la nouvelle donne qui s'installe. Donc, on va capitaliser là sur nos 3 illustrations qui schématisent bien 3 façons d'exploiter la contrainte pour certains, l'opportunité pour d'autres du distanciel qui a été imposé par la crise sanitaire. Donc, on va vous présenter 3 petites vidéos avec 3 de nos clients. La première personne qui va intervenir, c'est c'est Aesio, pardon, je me suis trompée. C'est Eric Jexcollet, donc Aesio, groupe AEMA, qui va avant de parler de la nous rentrée de expliquer septembre, ce qui a été vécu par Eric. Avant de parler de la rentrée de septembre, je pense qu'il faut se souvenir d'où on vient aussi, comment se sont déroulés les 15, les derniers 18 mois. Il y a eu la première phase de confinement qui a été une phase de sidération euphorique, comme je le dis souvent. Et puis, depuis, en gros, le mois de juin de l'année dernière, je dirais, nous sommes dans une phase, j'ose pas dire de run en mode télétravail, mais en tous les cas de run de télétravail imposé et subi.
Ce qui va se passer à la rentrée est différent, c'est une nouvelle étape, c'est pas la dernière étape, je pense qu'il y aura une autre phase ultérieurement, mais en ce qui nous concerne à la rentrée, on va passer dans une phase de télétravail que je qualifierais de pragmatique et coordonné. Je m'explique. On va bien évidemment continuer le télétravail. On sera dans une forme très hybride, puisqu'on aura donc des salariés sur site, on aura des salariés qui vont rester à leur domicile, mais on commence aussi à avoir des salariés, je dirais, qui vont commencer à travailler dans d'autres espaces, notamment des espaces de coworking. Donc on va être davantage dans du télétravail ou dans une nouvelle forme de travail choisie et nettement moins subie, mais néanmoins coordonné, parce que ça ne peut pas être totalement open bar pour tout le monde. Nous sommes dotés d'une charte de télétravail. Nous n'avons pas encore négocié avec les partenaires sociaux. Ça viendra dans un second temps. Donc, nous sommes dotés d'une charte de télétravail qui permet aux salariés d'avoir 2 jours, 3 jours, 4 jours de télétravail par semaine ou un forfait mensuel de 12 jours. Donc, nous sommes aujourd'hui, je dirais, déjà bien rodés à l'exercice. On va se donner les 4-5 mois qui vont suivre la rentrée pour pouvoir jauger, appréhender, mesurer, évaluer, peut-être changer quelques principes de fonctionnement, ce qui nous donnera à ce moment-là la possibilité d'entrer dans je dirais, dans la phase de nouvelle organisation et probablement donc de négociation avec nos partenaires sociaux. J'y reviendrai par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de modularité. Je pense qu'il faut être très, très humble également sur tout ça. Enfin, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On est beaucoup dans le test and learn. On expérimente, on adapte, on modifie. Et puis, il y a un enjeu extrêmement important qui est le soutien aux managers, avec qui on a déjà beaucoup travaillé. On les a beaucoup accompagnés. Et c'est vrai qu'ils vont avoir un rôle tout à fait déterminant à partir de la rentrée. Ok, donc ça c'était Eric Gexcollet d'Aesio et maintenant Marie Chabal va témoigner au titre de Doctolib. On l'écoute. C'est difficile pour moi de dire ce qu'on a fait à cause de la situation et ce qu'on aurait fait de toute façon. J'ai plutôt envie de dire qu'on aurait tout fait de toute façon. C'est juste que c'était un peu plus compliqué et peut-être parfois aussi plus rapide. Évidemment, énorme énergie mise sur le recrutement at scale, en essayant de continuer à recruter de plus en plus tout en restant exigeant et que ce soit smooth et hyper pro et hyper agréable pour tous les candidats d'avoir ce process de recrutement. Un petit ordre de grandeur, on onboard à peu près 100 personnes par mois chez Doctolib. Donc, c'est des objectifs très ambitieux. Et j'ai envie de dire l'équipe recrutement et les managers, parce que c'est pas seulement le rôle de l'équipe people, le recrutement, c'est aussi le rôle des managers, est énorme. Et donc, on a été hyper créatifs pour faire en sorte que l'expérience soit quand même incroyable. Et les résultats, parce qu'on mesure beaucoup de choses chez Doctolib, mais notamment le NPS, donc la satisfaction en fait de nos new joiners quant à leur intégration, elle est restée de quasiment 10 sur 10. On a anticipé, là c'est plus récent, mais le retour au bureau. Le workplace pour nous, c'est vraiment un sujet people. Et donc l'expérience au bureau et en remote, c'est quelque chose pour nous d'extrêmement important dans l'engagement, dans la productivité, dans la croissance des collaborateurs. Ce qu'on a fait d'autre, c'était définir et déployer un competencies framework, donc des compétences communes à tout Doctolib. Ça, je pense qu'on l'aurait fait de toute façon. Et on ne s'est pas arrêté en se disant que les personnes n'étaient pas au bureau pour le faire. Et donc maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans les usages, les routines des Doctolibers, de se dire qu'il y a un référentiel de compétences qui est leur terrain de jeu et leur terrain de croissance au quotidien. On a également fait un focus particulier sur les parents. Et donc, on a fait tout un programme spécial de soutien des parents qu'on a appelé Parent Care pour vraiment que les parents se sentent soutenus. On a digitalisé, modernisé toutes les opérations RH autant que possible. Gros push aussi sur le learning ces 16 derniers mois pour faire en sorte qu'il y ait une offre de formation par compétences, par niveau, avancer sur les 2 chantiers en parallèle pour qu'au moment où le competency framework voit le jour, l'offre de formation soit déjà prête. On a également, il y a quelques semaines, donné naissance à 1 an et demi de travail sur un hub digital qui est notre point d'entrée unique pour tous les Doctolibers pour le knowledge management, la formation et la communication interne.
Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'on avait mis une plateforme en partenariat avec MocaCare pour le soutien psychologique des collaborateurs. Ça aussi, c'est quelque chose dans la catégorie care qui a été très apprécié. Tout ce qu'on a fait, ça va être utile. Tout ce qu'on a fait, je veux dire, en rapport avec le fait que les gens n'étaient pas forcément physiquement au bureau, c'est utile. Pour autant, il y a encore du travail parce que finalement, ce qu'on constate, c'est que c'est pas comme avant et c'est pas non plus comme pendant la pandémie. Ça va être quelque chose de très hybride tout le temps. On vient de communiquer hier notre nouvelle politique, notre nouvelle remote policy. Et donc, on a annoncé à tous les collaborateurs qu'ils allaient pouvoir avoir le choix entre être complètement en remote ou être en mode hybride ou s'ils le souhaitent venir tous les jours au travail. Donc ça, c'est pas mal de travail de l'équipe People avec le COMEX et les N-1 COMEX pour proposer quelque chose qui soit très structuré et adapté aux besoins des Doctolib comme du business. Alors, tout ce qu'on avait fait, je pense qu'il faut s'assurer que c'est applicable en mode hybride. Probablement, ça nécessite des ajustements pour tous les process que j'ai décrits juste avant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit pour la rentrée. Mais c'est aussi ce qu'on prévoit à moyen terme parce que finalement, je pense que c'est quand même plusieurs mois de travail, ou en tout cas quelques mois de travail, de faire en sorte que tout le contenu, tout le service que l'équipe People prévoit pour les Doctolib soit bien perçu, applicable, intégré. Donc voilà le témoignage de Marie de Doctolib. Vous voyez pour ces deux illustrations, le train est en marche. Et on va maintenant donner la parole à Maud Roger qui va parler de Payfit. Avant le premier confinement du mois de mars, les employés en fait avaient le droit à un jour de télétravail par semaine et une semaine de télétravail dans un des pays où on avait des bureaux une fois par an. Et au moment du premier confinement du coup de mars, on a dû fermer nos bureaux, on était 100% en télétravail. Et ce premier confinement, ça nous a fait aussi pas mal réfléchir sur l'impact du travail à distance sur nos collaborateurs. On a réalisé un sondage en interne et les résultats ont été très clairs. On a donc 90% des employés qui nous ont dit qu'ils se sentaient plus épanouis avec plus de flexibilité dans leur travail et 80% qui nous ont dit qu'ils se considéraient aussi plus productifs avec plus de flexibilité. C'est qu'en juillet 2020, on a lancé le Work from Anywhere qui permet à nos employés du coup de travailler où ils veulent, à peu près quand ils veulent, en respectant le cadre légal. Et ça a été très bien accueilli du coup par l'ensemble de nos employés. On a rédigé un peu une sorte de guide avec toutes les questions que les employés pouvaient avoir sur cette nouvelle organisation du travail, et on a donné un peu des règles d'or, voilà, pour que chacun puisse aussi s'y retrouver et puisse savoir comment gérer un peu son organisation aussi. En octobre, du coup, on a repris un peu le pouls aussi des équipes pour savoir ce qu'ils pensaient de cette nouvelle organisation du travail. Et donc, on a plus de 85% des employés qui nous ont dit que le work from anywhere, donc le travailler d'où vous voulez, avait un impact du coup positif sur leur épanouissement. On a repris le pouls en juin dernier, donc il y a quelques semaines, et là on a eu un record. On a 96% des employés qui nous ont dit qu'ils se sentaient, voilà, que ça avait un impact positif sur leur épanouissement, cette nouvelle façon de travailler. Cette nouvelle organisation du travail, ça va aussi leur permettre, par exemple, de mieux recruter. Ils vont pouvoir recruter des candidats à haut potentiel qui habitent pas forcément sur Paris. Et enfin, ils nous ont aussi remonté que ça avait renforcé aussi la culture globale de Payfit, puisque finalement le digital, ça a aussi un côté inclusif. Les informations, tout le monde a accès aux mêmes informations en même temps, et ça améliore aussi la communication entre les différents pays. On a mis en place un certain nombre d'avantages aussi. Donc, par exemple, les employés qui habitent en province ont la possibilité, voilà, de revenir une fois par mois. On leur offre un budget pour qu'ils puissent revenir 3 jours et 2 nuits à Paris pour voir aussi leurs équipes et passer du temps avec les employés. Et aujourd'hui, on a 25 employés du coup qui sont partis s'installer en province. On a travaillé du coup sur pas mal de sujets avec la mise en place de cette nouvelle façon de travailler, notamment sur la culture, sur les modes de travail, sur le management et les bureaux. Donc du coup, cette rentrée finalement, voilà, on a un certain nombre d'acquis déjà qui ont été bien mis en place. On a quand même réalisé des sondages qui nous ont permis de savoir un peu plus comment optimiser certains éléments, et c'est ce sur quoi on va travailler en septembre. Mais voilà, on sait que cette organisation du travail, en tout cas, elle fonctionne aujourd'hui et que les employés en sont satisfaits. Voilà, trois témoignages de 3 DRH offensives
qui ont mis en place plein de choses et qui, on sent, hein, pilotent leur action pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Quels sont les éléments à la fois emblématiques et communs malgré la diversité des situations? Ben, il y a différents points hein, que l'on revoit, qu'on a pu pointer hein, dans les témoignages qui sont effectivement différents. Mais d'abord, on voit qu'il y a toujours une volonté là pour cette reprise d'encadrer les pratiques, hein, que ce soit chez Doctolib ou que ce soit chez Payfit, on est en train de préparer ou des chartes ou des accords qui permettent de stabiliser ce nouveau travail hybride qu'on évoquait tout à l'heure. On voit qu'il y a beaucoup d'actions sur le soutien managérial hein, qui sont là pour que les nouveaux équilibres, la mobilisation, le contrôle puissent s'opérer dans des bonnes conditions, puisque c'est quand même la question de savoir comment on peut piloter des gens qui vont fonctionner, on va dire de façon asynchrone. Quand on viendra au bureau, qu'est-ce qu'on y fera, etc. Donc là, il y a vraiment un travail de clarification avec le management. L'autre question, c'est la proximité. Hein, on a entendu, et on le verra, je pense, dans la suite des vidéos, la question, c'est aussi de comment on maintient un lien physique avec les personnes, donc comment les faire venir, comment on évite ce décrochage ou cette freelancisation qu'on évoquait au tout début. Et puis, la question du sens et l'appartenance collective hein, reste vraiment quelque chose qui est aussi travaillé. Alors, l'apprentissage en marchant, je crois que c'est aussi quelque chose peut-être qu'on peut retenir, en tout cas de ces expériences, et qui va rester dans les fonctionnements. Et puis des approches plus segmentées en fonction des attentes des populations pour pouvoir assurer l'ensemble. Et c'est vraiment des points communs dans une approche très on va dire différenciée. Hein, si on regarde les trois types de témoignages que nous avons eus, puisque d'un côté, on pourrait dire que Doctolib, c'est comment on peut poursuivre la croissance forte hein, que connaît cette entreprise, en plus qui a été forcément boostée par la crise sanitaire, hein, tout le monde le sait bien, on en parle tous les jours à la télé, avec des risques de staffing importants, puisqu'ils veulent toujours croître de 100 personnes par mois, je crois. Enfin, c'est un truc impressionnant. Mais comment ils vont adapter par rapport à cela leurs pratiques de recrutement, surtout leurs pratiques de onboarding, pour qu'il y ait une très bonne intégration et une mise en efficience immédiate. Comment on va développer les compétences des personnes hein, dans un système plus ouvert et quel type d'animation nouveau il faut mettre en place déjà dans des entreprises qui sont pour le coup très, très structurées en termes de mode de management. Bon, Aesio, c'est un peu différent. Hein. Aesio, on a vu sa problématique, c'est plus de comment on consolide les acquis de cette expérience un peu inédite hein, qu'ils viennent de vivre dans une période un peu troublée et comment on favorise donc au travers de cela une évolution de l'organisation et des fonctionnements pour aller vers quelque chose qui est plus flexible et qui est plus orienté client. Donc, comment on tire parti de la situation, c'est plutôt Aesio. Alors que Payfit, eux, ils nous donnent l'impression, ils nous donnent l'idée qu'ils font d'une contrainte qui était de travail à distance, en fait un projet social hein, qui est porteur de création de valeur, parce que d'une part, il renforce l'attractivité pour l'entreprise, pour les cibles de population qu'elle souhaite, on va dire, attirer dans ses équipes, et d'autre part, par la dynamique d'engagement que peut favoriser ce meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc voilà trois façons assez différentes, hein, avec des mêmes on va dire, des points invariants, comme on les rappelait tout à l'heure, qui sont en train de se dessiner là, dans ces trois entreprises témoins, mais qui montrent que cette vie articulée, distance, présence, animation plus renouvelée, est en train de s'installer durablement avec des conséquences assez fortes. Voilà. Donc ça nous semblait assez illustratif de ce qui est un peu en train de se mettre en place donc dans ce court terme qu'on évoquait dans notre façon d'aborder ce qui se passe en ce moment. Le court terme, c'est un peu tirer parti de tout ce qu'on a vécu et d'installer peut-être des fonctionnements différents. Et on voit bien en fonction des cultures et des types d'entreprises, on peut avoir des réponses bien sûr assez intéressantes à observer. Lise, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette variété parce qu'on voit que à la fois la nature de l'activité
C'est pas pareil d'avoir voilà des gestionnaires de dossiers de sinistres que d'avoir des chefs de projet, ingénieurs en informatique. Donc, en fonction à la fois du métier, en fonction de la sociologie interne, vous avez des illustrations qui sont très très variées. Il n'y a pas de recette miracle, même si, comme tu dis, Eric, il y a des invariants importants. Je voudrais du coup revenir un tout petit peu en arrière pour réagir sur un commentaire qui a été fait par l'un d'entre vous, hein, Jean-Christophe Mercier, qui rebondissait sur le volet soutien aux managers, puisqu'effectivement, ce qu'on a observé dans beaucoup d'entreprises clientes, c'est qu'on a une évolution du modèle managérial vers plus de pilotage par les résultats, puisque le présentéisme n'est plus de mise, donc on pilote moins par les normes, par les processus, par les moyens, mais davantage par les résultats. Et Jean-Christophe évoquait, hein, comme vous l'avez lu, que on avait fait évoluer les systèmes d'objectifs pour les caler au trimestre, pour permettre aux gens, j'imagine, hein, d'être le nez rivé vers leurs objectifs intermédiaires et de court terme, pour pouvoir aussi aider le management à accompagner les collaborateurs vers l'atteinte des objectifs. Donc, idée vraiment intéressante, hein, parce que on demande de plus en plus, et ça a été le cas dans les 16 mois passés, aux managers d'être en contact direct, attentionné, personnalisé avec leurs collaborateurs et dans une pratique de management par les objectifs. Voilà ce qu'on voulait. Oui, l'autre chose aussi que j'aurais bien ajouté, et ça vient des pratiques d'un certain nombre de nos clients, c'est la question de l'entraide et du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que ce qu'on a observé aussi, et je fais l'hypothèse que ça va se pérenniser dans la durée, c'est qu'il y a des logiques de mode projet qui vont se développer, c'est-à-dire à partir du moment où l'équipe est plus diffuse en termes de localisation, on a moins la facilité, même si ça progresse au fil des confinements, d'appeler sans avoir prévenu son collègue ou son manager. La logique de l'entraide en proximité par des micro-équipes autonomes, un peu comme des équipes projets, c'est-à-dire le mode projet pourrait se développer. Tout ce qui est aussi communauté professionnelle va vraisemblablement se professionnaliser, se développer pour que les logiques de réseau horizontaux puissent être activées et c'est une façon de lutter contre le repli sur soi, l'isolement de certains. Donc il y a vraiment des choses qui vont évoluer dans ce sens-là. Alors, je vois le temps qui file, comme d'habitude. Dernière partie de notre webinaire, le moyen terme. Alors, une fois qu'on a esquissé tout ce qui était en place d'ores et déjà aujourd'hui, quelles suites vont être données à ces actions pour nos 3 témoins? Est-ce qu'il y a des perspectives complémentaires? Ou est-ce que finalement on a accéléré la donne, mais tout a été déjà fait? Je vous propose d'aborder maintenant cette partie-là et d'écouter 2 de nos témoins, en fait, hein, Eric d'Aesio, groupe AMA, et Maud de Payfit. Concernant Doctolib, vous l'avez bien compris, finalement, le moyen terme, c'est déjà aujourd'hui, et la forte accélération a permis de mettre plein de choses déjà en place, restera à les consolider. Je vous propose d'écouter Eric Gex-Collet, DRH d'Aesio. Une fois passé donc la rentrée, une fois passé les 4 mois à peu près, on va se retrouver au début de l'année 2022. C'est à ce moment-là que va s'ouvrir, je pense, pour ce qui nous concerne, une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape au cours de laquelle on va devoir concevoir, imaginer, déployer ce que j'appelle peut-être de manière un peu prétentieuse un nouveau pacte social, dont le télétravail sera un des éléments, mais pas uniquement. Je pense que, je dirais, on peut pas réduire le fonctionnement de l'entreprise au télétravail à partir de l'année 2022. Nous allons devoir manipuler, coordonner, déployer avec beaucoup de transversalité dans l'entreprise différents leviers. Le télétravail en est un.
L'organisation et le fonctionnement des réunions en est un autre. La logique des déplacements, est-ce qu'on continue de se déplacer de la même manière? Est-ce que on se donne des recommandations pour limiter le temps des réunions, par exemple, ainsi que le nombre de participants? Bref, j'en oublie probablement, hein. Il y a aussi la question des outils à utiliser. Il y a aussi la question des mètres carrés et des postes de travail. Il est évident que on a un vrai sujet qu'il va falloir piloter. Tout ne se fera pas du jour au lendemain. Là, je pense que nous allons, je dirais, être sur un cycle d'approximativement 24 mois, 24 à 36 mois grand maximum, mais 24 mois pour inventer ce que j'appelle les nouvelles organisations du travail dans toutes leurs dimensions. Avec un principe essentiel, c'est je pense qu'il faut véritablement faire confiance à la base, faire confiance aux équipes, faire confiance au management de proximité pour trouver les bonnes modalités d'organisation. On émettra bien évidemment des préconisations, des recommandations, mais je pense qu'il faut leur laisser de la souplesse. Donc, beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité dans la manière avec laquelle on va l'organiser. On va s'interroger également sur les moyens mobiliers qu'il va falloir doter tant dans l'entreprise que au domicile des salariés. Ça sont des choses qu'on va devoir organiser. Et puis, beaucoup de prise de parole. Je crois que c'est aussi le moment de prendre la parole de manière directe, sans pour autant court-circuiter le management, bien évidemment, mais je pense que ces nouvelles organisations du travail laissent la place à de nouvelles formes d'expression de la part des dirigeants. Moi-même, j'ai pu l'expérimenter et le tester pendant la première phase du confinement. Je pense qu'aujourd'hui, les salariés sont en attente, je dirais, d'une communication beaucoup plus directe. Donc voilà, c'est un ensemble de choses que nous allons, que nous allons coordonner pour pouvoir, je l'espère, réussir une mutuelle 3.0 en termes d'organisation et de fonctionnement. Voilà l'exemple d'Aesio et on écoute maintenant Maud Roger donc de Payfit. On est toujours en phase d'apprentissage aussi sur le Work from Anywhere. Ça a été lancé il y a 1 an seulement. On a encore des choses, je pense, à apprendre et à optimiser au fur et à mesure, notamment parce qu'il y a pu y avoir aussi une confusion au moment des différents confinements entre justement le confinement et le Work from Anywhere, ce sentiment par exemple d'avoir moins de liens sociaux ou ce sentiment d'isolement. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi continuer à apprendre et optimiser cette nouvelle organisation du travail. Donc, on a différents sujets sur lesquels on voudrait travailler en septembre et à moyen terme. Donc tout d'abord la partie plutôt rituelle et culture. Donc on va continuer à organiser des événements et des activités pour pouvoir se retrouver si possible en physique, pour maintenir aussi du lien entre les différents employés. On va aussi accompagner plus les managers sur tout ce qui va être team building, par exemple. On aimerait aussi renforcer l'accueil des nouveaux arrivants. On sait que c'est pas toujours facile d'arriver dans cette nouvelle organisation du travail qui est assez différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc nous, on va par exemple leur recommander de venir au bureau au moins la première semaine et si possible le premier mois pour pouvoir vraiment s'imprégner de la culture et pour pouvoir passer du temps avec leurs équipes. On fait régulièrement aussi des rappels des lignes directives un peu de cette nouvelle organisation du travail parce qu'on met en place aussi souvent des nouveaux process. On met à jour parfois des bonnes pratiques qu'on va partager avec les managers. Donc voilà, c'est important de vraiment sensibiliser les managers à ces nouvelles pratiques et à ces nouveaux process. On pense que les managers ont vraiment un rôle clé d'accompagnement dans cette nouvelle organisation du travail. On a toujours des questions légales aussi qu'il faut qu'on continue de creuser, notamment par exemple rédiger une charte de télétravail et impliquer le CSE du coup dans le processus. Et on a aussi enfin 2 autres thématiques sur lesquelles on voudrait travailler. Toujours apporter des outils qui sont adaptés à cette nouvelle organisation du travail, avec notamment le lancement de Flipdesk, qui est un outil qui va nous permettre de savoir qui est où quand, puisque légalement on a besoin de le savoir, et qui va aussi permettre, si les employés le souhaitent, de dire je suis au bureau, je suis chez moi, je suis à Bordeaux, ce qui peut leur permettre de se retrouver aussi et de passer des moments ensemble. Et le dernier point, c'est bien sûr l'adaptation de nos bureaux. On a déménagé dans nos bureaux en début d'année et l'idée, c'est de veiller aussi à ce qu'ils soient toujours bien équipés aussi dans les salles de réunion, avoir différentes zones, différents types de zones en fonction aussi des besoins des employés. Donc voilà, on continue à travailler sur l'ensemble de ces éléments-là et on va continuer, je pense, au fur et à mesure aussi à prendre le pouls des équipes, des employés pour savoir s'il y a toujours des choses à optimiser, à renouveler, etc. Voilà, on est en marche dans ces 2 entreprises. C'est le cas pour Doctolib aussi.
Alors, on voulait peut-être passer un message un peu chapeau, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de business et d'activité. On a orienté les questions vers nos témoins sur les sujets de management, de gestion des ressources humaines, mais évidemment, tout ça est au service du business. Donc là, ce qu'on observe, c'est des feuilles de route qui peuvent être assez différentes, parfois combinées d'ailleurs chez nos clients, les uns accélérant la mise en œuvre des choix stratégiques latents, l'idée étant de se développer d'abord et de mieux se développer en effaçant quelque part les difficultés économiques associées en particulier au premier confinement, voilà, qui a vu quand même les chiffres d'affaires baisser dans un certain nombre de secteurs et baisser drastiquement. Donc là, il s'agit de redimensionner les ressources, de voir quel impact ça a en termes d'effectifs, de pratiques, et puis d'évaluer les scénarios immobiliers pour repositionner les localisations. Il y a plein d'entreprises qui sont dans des réflexions sur les agences territoriales en particulier qui vont bientôt se déployer. Et puis en parallèle, cohabitant avec cette première dynamique ou pas, il y a d'autres acteurs qui sont plutôt en train de stabiliser les processus clients ou usagers, sachant que la rentrée, ça va pas être le grand soir, c'est déjà en place et ça sera juste consolidé avec le mois de septembre. Donc là, l'idée, c'est de maximiser la qualité de la reprise. Donc concentrer le distanciel pour des activités banalisées et puis focaliser le présentiel sur des activités qui nécessitent du lien, du dialogue avec ou le client ou l'usager, selon qu'on est dans le public et le privé, et tout ça nécessitant évidemment de l'accompagnement en formation, en accompagnement aussi et en animation de communautés professionnelles et ou managériales pour réussir ça. Donc tout ce qu'on a évoqué, évidemment, c'est pour la réussite du business, et on va assister à des choses à l'avenir, parce que là on a plutôt été un peu voilà, sidérés, et les mois qui viennent vont voir d'autres types de feuilles de route business stratégiques mises en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de ça? Si on résume un peu notre checklist de ce qu'il y a à faire sur la pile des priorités des décideurs, des managers et des patrons RH. Alors, le premier point, je pense qu'on peut mettre en avant, c'est tout ce qui est cadrage et organisation. Il y a un gros larcène, la Lise. Donc, sur cette question du cadrage et de l'organisation, on voit qu'il y a, après une phase de test, une stabilisation nécessaire sous la forme d'accords ou de chartes, au moins des pratiques qui sont en train de s'installer. Ça, c'est un point important que l'on rencontre partout, c'est comment on cadre cette façon d'agir. Alors, avec ce paradoxe particulier, c'est ce qui était encore une contrainte, si on écoute un peu les collaborateurs aujourd'hui de différentes entreprises, devient un droit. C'est-à-dire qu'il y a une pression pour ce que les jours de télétravail soient accordés, parce que effectivement, chacun, après avoir vécu plus ou moins bien cette façon-là, il voit l'avantage qu'il peut en tirer, notamment dans les grandes villes, par rapport à toute la question des transports. Donc là, il y a une nécessité de cadrer, parce qu'il y a une demande sociale qu'il faut organiser, et puis il y a des questions, je l'évoquais tout à l'heure, légales, par exemple, qui sont de l'ordre de la responsabilité de l'employeur, qu'il faut bien caractériser. Il y a toutes les problématiques de prise en charge également, ou pas d'ailleurs, des coûts qui peuvent être associés autour du télétravail. Donc là, on a cette question première qui est le cadre après le mois de test. Deuxième sujet, Lise l'a un petit peu abordé, c'est la question des espaces et des équipements. On voit que parallèlement, là, en ce moment, il y a des réflexions. C'est-à-dire que le retour au travail, il est peut-être, on va dire, sous forme hybride ou asynchrone, comme on évoquait tout à l'heure, mais en même temps, il se fait plutôt dans des bureaux, on va dire, flexibilisés, avec le fameux flex office ou articulant des tiers-lieux. Il y a une réflexion énorme sur les équipements également, comment on peut plus facilement faire exactement ce qu'on est en train de faire là ensemble, faire une
d'animation à distance sans avoir des problèmes techniques, voire même de l'arsène comme nous avons depuis quelques moments, pour que ça soit confortable pour tout le monde et puis qu'il y ait une efficience au travail. Donc on a un deuxième espace de réflexion qui est autour des lieux et autour des équipements pour que ce système fonctionne. Enfin, le dernier axe dans ce cadrage des organisations, c'est tout ce qui est politique RH et promesses employeurs, puisqu'on voit que ce que j'évoquais tout à l'heure, ce bascule qui est en train de s'opérer entre une contrainte et ce qui devient un droit social, entre guillemets, et donc la question de travailler à distance ou de la question de travailler de façon plus hybride, c'est une question qui rentre dans la question de l'attractivité de l'entreprise aujourd'hui, hein, en fonction de ses bassins d'emploi, de ces types de populations qu'elle souhaite recruter. La demande s'opère. On a des DRH qui nous font part de questionnements maintenant des personnes qui sont, on va dire, candidats, qui disent mais combien j'ai de jours de télétravail, comment c'est organisé, etc. Donc on a une nécessité là d'aligner promesses employeurs, qualité de vie au travail et cette nouvelle façon de faire pour qu'on ait toujours de la logique d'attractivité forte et qu'on fasse évoluer les personnes. De la même façon, pour la question de la promotion, dans un monde où effectivement le mode d'animation est à réinventer, il faut peut-être avoir un suivi différent. Vous parliez d'objectifs trimestriels tout à l'heure, donc de suivi peut-être plus fin des résultats et des réalisations. Eh bien, là aussi, il y a des choses à retravailler, sachant que on voit que les managers, eux aussi, sont. On a un observatoire du management qui vient de produire ses résultats en 2021, hein, où on voit que le management, il intègre aussi cette dimension dans sa façon d'aborder son travail et aussi son projet professionnel. C'est-à-dire que lui aussi peut aussi se déporter à distance et donc là, il est aussi concerné par cette opération. Donc ça, c'est un premier axe sur le cadrage et l'organisation. Si on prend toujours notre recul, le second sur le management de la cohésion et de chaque équipe, Lise, que peux-tu nous dire? Alors, je peux vous dire que cette cohésion, elle se place à deux niveaux. Il y a un sujet de cohésion au niveau de chaque équipe, un sujet donc qui incombe au manager, et c'est intéressant de voir qu'il y a un autre sujet qui se place au niveau de l'entreprise et qui est tout aussi important. Donc sur la cohésion au niveau de chaque manager, il y a une double focale en fait pour le manager demain. Qui fait partie de son cœur de métier aujourd'hui, mais que l'hybride peut amener à complexifier, c'est qu'il doit être à la fois celui qui pilote et qui maîtrise l'activité, donc les résultats, hein, quid des objectifs individuels pour les collaborateurs, parce qu'il faut désormais sécuriser le pilotage par les résultats au niveau de l'équipe et donc de chacun des individus, mais aussi animer la proximité à distance, c'est-à-dire être capable de repérer les signaux faibles, quand bien même la moitié de l'équipe n'est pas sur place, sur le site, dans les bureaux, suivre la motivation des gens, sentir quand ils ont un coup de mou, gérer l'absentéisme aussi pour pouvoir distinguer c'est comme le cholestérol, hein, le bon absentéisme et le mauvais, anticiper les risques psychosociaux éventuellement, parce que tout le monde n'a pas la même capacité, facilité à parler de sa charge de travail, de sa sous-charge et de sa surcharge. Donc il y a besoin d'un manager et tous les dispositifs d'accompagnement, de co-développement, de formation, d'animation de communauté managériale sont allés dans ce sens-là pendant l'année et demie qui vient de passer. Il y a besoin d'un développement managérial qui soit vraiment centré sur le leadership, c'est-à-dire le manager n'est plus seulement celui qui administre, mais celui qui porte le sens, qui le décline, qui l'explicite, qui accompagne en proximité et qui a cette sensibilité pour aussi être à l'écoute de ses collaborateurs et sentir quelle est la bonne façon de les mobiliser. Et puis à côté de ça, coexiste un besoin de cohésion au niveau entreprise. Parce que là aussi, pas mal de choses ont changé. Hein. C'est Eric d'Aesio qui en parlait tout à l'heure. La façon de porter le sens, ce qu'on a appelé jusqu'au dernier kilomètre, hein, c'est-à-dire d'aller directement porter des messages
important vis-à-vis des collaborateurs et pendant ces différents confinements, il y a eu plein de pratiques de communication des dirigeants beaucoup plus en proximité avec des animations comme là on est en train de faire direct vers ou les comités de direction élargis et plus seulement les happy few ou carrément vers l'ensemble des collaborateurs pour voilà traiter l'urgent, l'important, expliquer, mobiliser et puis être beaucoup moins dans voilà, des paroles corporate que les gens détestent maintenant, avec beaucoup plus de parler vrai qui a été vraiment apprécié. Et c'est quelque chose qui inévitablement changera la façon dont les décideurs et les communicants vont parler aux équipes. Bon, il y a le sujet de l'intégration, hein, c'est Payfit qui en a pas mal parlé. Il y a les entreprises qui sont sur des secteurs qui continuent à bien fonctionner, ont intégré pas mal de personnes en se faisant un peu des nœuds au cerveau hein, lors du premier confinement et puis petit à petit en fait c'est devenu quelque chose de pérenne sachant que ce sont des dispositifs différents rénovés qui ont été mis en place à la fois en termes de contenu et de temporalité, des dispositifs plus longs avec des suivis en forte proximité voilà il y a pas juste 3 jours d'intégration au début hein, mais des parcours longs avec des systèmes de suivi aussi. Hein, Doctolib et Payfit ont beaucoup insisté là-dessus. Il y a une objectivation des choses dans le quotidien de l'activité du salarié qui est beaucoup plus forte et qui aide les DRH à être et les managers à être offensifs autant qu'il est nécessaire. Et puis l'autre point qu'on voulait partager avec vous, avec Eric, c'est la question de l'équité. On voit effectivement, Eric, on a parlé tout à l'heure quand il a parlé des cols blancs et des cols bleus. On voit finalement des communautés professionnelles à l'intérieur des entreprises qui vivent des situations différentes parce que c'est pas pareil le télétravail pour des acheteurs, pour des chefs de projet. Des consultants comme nous, et puis pour des gens qui ont une activité beaucoup plus transactionnelle, on n'est pas du tout dans les mêmes contraintes et donc les modes de travail vont se différencier. Il y a un sujet qu'on voit poindre de plus en plus dans les entreprises que l'on accompagne autour de l'équité, c'est-à-dire comment on arrive à préserver l'unité malgré la différenciation des modes de travail. Et c'est particulièrement vrai sur les sites. Alors, on pense à des plateaux techniques, par exemple, ou des usines de production, où il y a à la fois des gens qui sont dans le cœur de métier et des gens qui sont dans les fonctions support. C'est indispensable de voilà, rendre lisible la valeur ajoutée apportée notamment par les fonctions support et arriver à considérer que tout ne se déploie pas de façon uniforme, mais néanmoins équitable. Oui, je peux pour compléter le point, l'exemple que j'ai rencontré récemment, c'est dans une usine, les salariés en production qui ont dit au RH, hein, tout simplement, vous avez plus de chances que nous, puisque maintenant, vous pouvez travailler chez vous. Et donc, la RH a été obligée d'argumenter en l'expliquant que comme ils sont postés, eux, ils ont par exemple des matinées ou des après-midi disponibles et ils ne sont pas obligés de prendre des vacances pour, par exemple, je sais pas, voir le plombier qui passe chez eux ou voir le médecin, etc. Vous voyez, donc on arrive à des choses qui sont revaloriser les caractéristiques du travail de chacun pour montrer que, certes, il est différent, mais qu'il n'y a pas de meilleure formule ou de formule plus enviable qu'une autre pour assurer cette cohésion et sur des sujets très triviaux, très quotidiens. Hein, c'est pas la question là pour le coup du sens et du travail ou de la finalité de l'entreprise. C'est vraiment au quotidien. Toi, tu as le droit à faire ci, moi, j'ai pas le droit. Bon, comment on compare et comment on s'aperçoit qu'au final, une modalité différente, certes, mais n'est pas inéquitable pour chacun. Donc, on a cette vraie question du sens et qui renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui dépasse le problème tout simplement du tertiaire qui serait lui particulièrement concerné par notre mode de travail hybride qu'on a essayé de brosser depuis le début de ce webinaire. Dernier sujet que l'on voulait aborder avec vous dans cette prise un peu de recul sur ce qu'on voit, c'est la question de la compétence. Ça pourrait paraître bizarre de dire que les compétences sont aussi impactées par cette approche.
au moins, elles sont impactées par trois endroits distincts. D'abord, je crois que le point très simple, c'est que quand on est à distance, hein, il vaut mieux être plus armé sur ses bases techniques que plus faible, entre guillemets. Car quand vous êtes seul, chez vous, il faut pouvoir trouver une bonne partie des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans vos propres ressources, parce que c'est plus compliqué d'aller chercher cette info auprès de votre manager, qui est peut-être occupé à une autre réunion ou qui est au téléphone, ou simplement auprès de vos collègues qui ne sont pas autour de vous. Donc, vous ne bénéficiez pas de... On parlait d'entraide, oui, quand elle est organisée, mais d'entraide immédiate d'un simple vis-à-vis, vous ne l'avez pas. Donc, la compétence déjà technique est une donnée qui est importante. Mais on se rend compte également qu'il y a cette question des soft skills, puisque on est dans un monde... Alors, c'est pas la question de la maîtrise du digital, au final, qui aujourd'hui est peut-être prédominante, puisqu'on a vu que la bascule s'est faite de façon automatique, sans grande difficulté. Par mon expérience, moi, je me rappelle avoir quelques années passé des tests pour savoir si j'étais un digital compatible, pas natif, parce que c'est pas possible, mais compatible. Et on était toujours mauvais, et on s'est rendu compte qu'en fait, les questions posées ne correspondaient pas à la réalité qu'on a vécue les uns les autres. Donc, on voit bien que c'est pas ça. Mais par contre, on va être dans un monde où il faut avoir une certaine oralité, une capacité d'adaptation plus rapide. Donc, cette question des soft skills, qu'on avait déjà vu apparaître avant la crise, hein, comme élément clé du travail de demain, est renforcée par cette façon de travailler nouvelle. Et on a par exemple des clients qui, quand même, dans les phases de recrutement, aujourd'hui, s'interrogent pour rechercher des profils qui ont différentes soft skills, de capacité à coopérer, capacité à transmettre de l'information facilement, capacité à apprendre aussi, hein, et à rechercher par eux-mêmes l'information dont ils ont besoin, parce qu'ils mettent à disposition des outils. Par exemple, je crois, vous avez dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, vous avez eu l'expérience Doctolib. Hein, ils ont mis un hub qui permet aujourd'hui d'accéder à l'information, à la formation à distance, de faire, par exemple, si on est commercial, des podcasts, de savoir autour des argumentaires ou des savoirs techniques à maîtriser, qui sont accessibles en auto-formation, j'ai envie de dire. Donc, il faut forcément avoir une caractéristique, une aptitude à aller chercher cette info pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est un premier niveau, les soft skills. Le second niveau qu'on a vu apparaître là chez nos clients, par exemple, c'est la question de la transmission qui s'est posée assez vite. C'est-à-dire que quand on est dans des modes asynchrones de travail, où l'équipe n'est pas toujours présente, où les plus anciens, par exemple, ne sont pas là pour encadrer les plus jeunes ou les récents embauchés, la question se pose de comment se perd au quotidien, notamment dans les formations sur le poste de travail, comme l'on dit aujourd'hui, cette transmission de compétences. Comment l'organiser, comment travailler? Est-ce qu'il faut mettre des outils spécifiques comme celui que j'évoquais à l'instant, qui est une sorte de hub qui permet à la fois d'accéder à l'information et d'accéder à la formation? Ou est-ce qu'il faut organiser des sessions ou des binômes? Enfin, en tout cas, il y a une question de la transmission de la compétence qui se pose. Et puis, après, il y a même la question simplement de la façon dont on organise ces formations. Donc, la digitalisation, la modularité des actions qui avaient déjà été engagées avant cette crise, aujourd'hui s'accélère avec une logique de comment je peux envoyer des pastilles ou des petits séminaires bien ciblés à telle ou telle personne dans un temps et dans des modalités qui sont à renouveler pour que cette formation puisse se dérouler autant à distance qu'en présentiel. Donc, on a toute la question du blended en matière de formation qui est bien sûr au cœur de tout cela, mais avec sûrement beaucoup plus d'approche digitale, beaucoup plus de pastilles que ce qu'on faisait auparavant. Donc, on a une question compétence qui est au cœur de notre problématique de demain, on va dire, hein, que nous voyons comme apparaître en ce moment, mais qui sera à travailler. Et entre le cadre, la cohésion intra-équipe et la cohésion globale société et la compétence, on se dit, mais quelque part, cette façon de travailler rénove le pacte qui lie entreprise et collaborateurs. C'est une façon nouvelle de créer cette relation à l'entreprise qui est aussi en train de se développer au travers de ça. On aurait pu également évoquer la question des relations sociales, qui seront peut-être aussi un peu bouleversées par cette approche, puisque les collectifs de travail étant plus éclatés, se pose simplement la question pour le syndicat de la mobilisation ou de la prise d'informations et de pouls, j'ai envie de dire, de ces collectifs plus insaisissables, au sens où les partenaires sociaux n'ont pas les mails de chacun, par exemple, même si il peut y avoir des mobilisations par Internet ou
Instagram ou ce qu'on voudra, mais on est encore là aussi peut-être sur une évolution qui se passera. Donc un changement de paradigme, entre guillemets, qui peut-être quand même en train de se mettre en place, même si la rupture n'est pas aussi brutale que nos scénarios initiaux le laissaient prévoir. Bon, écoutez, il est 10h05. Voilà, nous avons terminé ce webinaire et partagé ce que nous voulions partager avec vous. Merci infiniment à tous. On sera évidemment ravis de continuer de poursuivre ces échanges avec vous sur les problématiques de vos entreprises respectives. Et puis, vous trouverez le replay de ce webinaire voilà, à diffuser en bonne main pendant l'été. Allez-y, hein, ne vous privez pas. Merci Eric. À bientôt. Merci Lise. Bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent.